Xavier Marie, bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes le directeur général de l'AS, la société qui gère l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, l'AS Limac AIBD Souma. Un aéroport affecté par la crise sanitaire du coronavirus, frontières aériennes fermées plusieurs semaines, réouverture timide. Aujourd'hui, en chiffres, quelles sont les conséquences de la crise du coronavirus sur les activités à l'AIBD? Les conséquences sont assez dramatiques puisque nous avons depuis le 21 mars à 0 heure, cette date reste gravée dans ma mémoire, une interruption du trafic à l'exception de quelques vols spéciaux, cargo et sanitaires. Donc jusqu'au 15 juillet environ, nous avons vécu avec 2% de notre trafic. Donc une aérogare complètement déserte, l'outil aéroportuaire à maintenir ouvert pour ces quelques vols et donc des charges très élevées. Et depuis le 15 juillet, je dirais que juste entre la dernière quinzaine de juillet, nous avons retrouvé un trafic d'environ 18% comparé à celui de l'an dernier à la même période. Donc nous sommes très affectés, mais aussi, comme le sont tous les aéroports du monde en ce moment et d'autres secteurs, et je pense particulièrement au tourisme. Sur le plan financier, les chiffres, ça donne quoi ? Eh bien, c'est proportionnel puisque le business model des aéroports porte sur une redevance qui est en fonction du nombre de passagers. Donc plus de passagers, plus de revenus. Donc 2% de notre chiffre d'affaires depuis le 21 mars. Et comme je l'ai dit, 100% ou pratiquement 100% de nos charges fixes parce que nous avons fait des économies évidemment, mais nous avons encore de nombreuses charges fixes à assumer. Pas de chômage technique pour certains personnels, tout le monde toujours rémunéré à 100%. Oui. Non, pas tout à fait, enfin oui et non. Donc dans un premier temps, nous avons maintenu tous les emplois. Aujourd'hui, tous les employés de l'AS sont toujours employés de l'AS. Pour les premiers mois, en demandant des efforts au personnel, mais aussi en trouvant des accords avec les partenaires sociaux, nous avons réussi à payer 100% des salaires jusqu'à fin mai. Et depuis le mois de juin, nous avons mis en place un accord qui fait que les salaires ont été diminués dans le cadre de l'ordonnance qui avait été publiée par le président dès le début de la crise. Vous en êtes à 70%, le taux recommandé par l'État pour les salaires? Le taux recommandé par l'État, le taux plancher, je dirais, est 70%. Et nous avons discuté avec nos partenaires sociaux pour avoir des pourcentages un peu plus élevés au départ et ensuite qui vont en décroissant puisque le trafic ne reprend pas comme nous l'espérons. Et donc nous allons continuer à discuter avec nos partenaires sociaux parce que nous sommes dans un style de management où nous privilégions la discussion et l'entente. On pourrait aller à des licenciements, c'est ce qu'on entrevoit dans vos propos un peu. Je ne vais pas essayer de le faire entrevoir, en tout cas, c'est quelque chose qu'aujourd'hui qu'on va éviter. Mais si jamais on devait arriver à cette issue, effectivement, il faudrait qu'on en discute. Mais c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous et prioritaire. C'est maintenir l'emploi le plus longtemps possible. Il y a des prévisions dans les transports aériens internationaux qui disent que ça va se stabiliser peut-être vers 2024. Ce n'est pas un tout petit peu extrême ou vous avez les mêmes prévisions, les mêmes anticipations? Alors, comme je l'ai déjà dit, cette crise est très difficile à gérer. Tous nos modèles de prévision sont tombés par terre puisque c'est quelque chose d'inédit. Nous avons effectivement eu plusieurs prévisions, mais là, les dernières études qui sont faites par les experts et puis les gens du secteur, effectivement, laissent entrevoir que le trafic de 2019 ne sera retrouvé qu'aux alentours de 2024. En Europe principalement ou dans les pays occidentaux, et je crains qu'en Afrique, ce soit un peu plus tard. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et donc j'espère que le trafic reprendra. J'espère aussi que la médecine, la science arrivera à mettre au point un vaccin pour stopper cette épidémie, maîtriser ce virus. Et dans ce cas, nos prévisions seront encore revues puisque nous avons besoin de reprendre notre activité. Les gens ont aussi besoin de voyager pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des mesures palliatives pour gérer la situation, essayer de sortir la tête de l'eau?
Mesures palliatives, nous n'avons pas tellement de choix, hein. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui gère un aéroport, donc à nous de le gérer au mieux. Donc refaire venir le trafic, mais surtout pour refaire venir le trafic, restaurer la confiance. Les gens ont besoin d'avoir confiance dans le transport aérien et chaque élément, et l'aéroport en fait partie, ont besoin de montrer que tout est mis en place pour que les choses se passent le mieux possible. Donc nous avons pris un certain nombre d'actions qui fait qu'aujourd'hui les gens sont satisfaits. On a besoin de retrouver la confiance à la fois chez les passagers, chez les compagnies aériennes et aussi au niveau des institutions. Je pense au gouvernement au pluriel, puisque un pays de destination va s'intéresser de très près à savoir qu'est-ce qui se passe à Dakar, est-ce que tout est bien mis en œuvre. Et pour avoir voyagé récemment, je peux vous dire qu'à Dakar, on est plutôt très très bien équipé et on a pris de bonnes dispositions. C'est plutôt un aéroport modèle, je dirais. En revanche, les dernières évaluations de l'évolution de la maladie au Sénégal ces derniers jours, ces dernières semaines montrent que des cas sont importés via l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Comment ça se fait, ça ? Comment ça se fait ? C'est que ce virus circule partout dans le monde. Donc on peut stigmatiser... Les préalables, les tests qu'on exige de tous, il y a des failles alors, ça veut dire ? Non, je ne pense pas. Je pense que les choses se sont mises en place régulièrement, enfin de manière progressive plutôt. Donc au départ, on était sur juste une prise de température. Aujourd'hui, on est sur une phase où on impose les tests à tout le monde. Et je pense que c'est une très bonne chose. Au Sénégal, on a très bien géré la chose pour pouvoir se prémunir de ce vecteur de transport, ou tout au moins de l'importation des cas par voie aérienne. Et aujourd'hui, il y a l'exigence des tests. Donc les passagers à l'arrivée, comme au départ d'ailleurs, doivent fournir un test négatif. J'ai moi-même passé cette épreuve à 2 reprises, à l'aller comme au retour. Et une fois qu'on peut présenter ce certificat, on peut voyager avec plus de sérénité, je dirais, et aussi en rassurant un peu tout le monde. Il faut absolument que nos frontières soient contrôlées. C'est pour ça que ça a été mis en place. Et encore une fois, je pense que c'est une bonne décision et qu'au Sénégal, on montre quelque chose d'assez efficace. Mais si, comme chaque fois, comme il y a des cas importés au niveau de l'aéroport, ça signifie qu'il y a des manquements au niveau du dispositif mis en place, non ? Non, je pense pas. Pourquoi rechercher les manquements ? Absolument. C'est quelque chose d'assez pervers. Les cas dont on a parlé il y a quelques semaines, c'était effectivement dans une phase où les tests n'étaient pas obligatoires. Donc, pas plus tard qu'hier, il y a eu aussi un cas importé à l'aéroport. Oui, justement, notre travail, c'est pouvoir arrêter, repérer ces gens et ensuite pouvoir les isoler de manière à les hospitaliser et éviter qu'ils contaminent d'autres personnes. Donc nous avons mis en place des équipements, tout d'abord des caméras thermiques qui permettent de repérer des gens qui ont plus de 38 degrés de température à plus de 100 mètres. Ces caméras sont efficaces puisqu'elles ont déjà repéré des passagers que nous avons soustraits du public de l'aéroport et nous avons fait le nécessaire pour maintenir leur santé et éviter la propagation. Il y a aussi des prises de température et puis ensuite il y a tout un dispositif de protection. On donne du gel à chaque passager, on ne réserve le terminal qu'aux voyageurs pour éviter la densité dans l'aérogare. Donc le terminal est équipé aussi de signalétique indiquant aux gens tout le rappel des gestes barrières et principalement la distanciation sociale. Et là, j'insiste encore une fois, comme j'ai déjà fait aussi à plusieurs reprises, c'est très important, il ne faut pas se coaguler, il ne faut pas se coller les uns aux autres. C'est comme ça qu'on transmet. Et comment ça se passe dans les aéronefs Comment les passagers à bord d'un avion peuvent respecter la distanciation sociale ? Alors ça dépend des compagnies aériennes, mais la plupart des compagnies demandent aux gens de porter le masque tout le long du trajet. Mais surtout, vu la disposition des gens et les systèmes de rafraîchissement ou de renouvellement d'air plutôt, qui est filtré avec des filtrations dignes d'un hôpital, on considère qu'à bord des avions, le risque est très peu élevé, voire même pas élevé du tout. Donc ça, c'est un sujet compagnie. Voilà ce que je peux vous en dire, puisque je suis plutôt aéroport. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et Air Sénégal, en tout cas, au départ dès sa reprise, avait commencé avec un siège sur 2, justement pour maintenir cette distanciation. Mais c'est économiquement assez difficile à soutenir. Donc je pense que tout le monde va revenir vers la pratique commune qui est d'embarquer les gens d'une manière séquentielle pour éviter que les gens
se bousculent et se rapprochent quand ils prennent place dans l'avion, et ensuite d'obliger les gens à porter le masque tout le long du vol. Ouais. Les tests à l'aéroport, les voyageurs sénégalais se plaignent des coûts, tarification correcte pour vous? Oui, tout à fait. 40 000 CFA? Oui, 40 000 CFA, c'est le prix qui est à peu près pratiqué partout dans le monde. Il y a des aéroports qui sont beaucoup plus chers, mais c'est une nouvelle donne qu'il va falloir intégrer. Maintenant, il va falloir voyager en montrant qu'on n'est pas contaminé. Donc, il faudra s'équiper, venir avec son test négatif. Il faudra payer la somme qui est indiquée pour pouvoir passer ça. Je pense que quand on achète un billet d'avion, on peut rajouter 40 000 pour sa santé, pour la santé des gens qui nous entourent, mais aussi pour la santé des gens qu'on va rencontrer, parce que c'est rassurant de savoir que dans l'avion, il n'y a que des gens avec un test négatif. Moi, personnellement, je préfère avoir cette certitude plutôt que d'avoir une inquiétude et me dire que peut-être que je vais attraper ça dans l'avion à cause de mon voisin. Donc c'est une nouvelle donne, c'est quelque chose qu'il faut intégrer maintenant. Le Covid est partout, il nous a touchés, et à nous de pouvoir vivre avec. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis le 15 juillet, date de la réouverture des frontières aériennes, il n'y a pas encore beaucoup de passagers, 18% de votre capacité. Aujourd'hui, ce qui est dû à la décision de l'État du Sénégal d'appliquer la réciprocité par rapport à l'Union européenne qui interdit ces vols dans l'espace Schengen, est-ce une bonne décision, cette réciprocité décidée par les autorités sénégalaises? Écoutez, moi je peux pas... moi je soutiens les décisions du gouvernement du Sénégal, et je pense que c'est aux diplomates maintenant de discuter entre eux pour trouver une solution. Je me garderai bien de commenter cette décision. Mais d'après vous, c'est une bonne décision? Oui, c'est la décision idéale? Alors, idéal peut-être pas, mais une bonne décision, oui. Il faut aussi que chaque pays montre sa souveraineté, et puis voilà. Donc, en dépit des conséquences? Oui, mais donc je laisse la décision au ministre et les discussions aux diplomates pour pouvoir faire avancer sur ce sujet. L'AIBD est-il un organisme rentable? Est-ce que le business est rentable? Même, je parle de la période d'avant crise sanitaire du coronavirus. Oui, avant l'arrivée de ce virus et les fermetures des frontières, nous étions sur une pente de progression très intéressante. Depuis l'ouverture, nous avons connu la première année 10% de trafic environ de progression. Ensuite, aux alentours de 5%. Et nous avions pour cette année aussi d'excellentes prévisions. Et comme nous sommes une jeune entreprise, nous sommes nés en 2017, nous avions des perspectives de rentabilité qui étaient bien meilleures et qui nous laissaient entrevoir l'ouverture surtout d'investissements, de faire des investissements, de pouvoir faire progresser, et puis aussi d'entrevoir l'extension du terminal, puisque nous étions à l'époque sur une progression de trafic qui nous laissait penser qu'on atteindrait les 3 millions de passagers avant 2024, sachant que dans notre business model au départ, nous avions prévu d'atteindre ce chiffre en 2024. Donc c'est très dommage que ce virus nous ait frappés tous de plein fouet. Et donc, nous devons gérer la situation aujourd'hui. Mais oui, pour répondre à votre question, le AIBD était sur une pente de progression très intéressante, surtout au regard de ce qui se passe en Afrique et en Afrique de l'Ouest particulièrement. Le business autour de cet aéroport, la SECNA, pourquoi la SECNA perçoit des redevances aéroportuaires, notamment sur les atterrissages sur la piste, alors que l'investissement a été réalisé à 100% par le Sénégal à travers l'AIBD? Pourquoi ce ratio 50-50 c'est normal? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous l'acceptez? Alors, je ne sais pas quel est le sens de la question. La SECNA est un organisme confrère, puisqu'on ne peut pas travailler sans eux. C'est eux qui font la gestion du trafic aérien. Il faut qu'ils vivent. Donc les business models de tout ce qui touche à l'aviation est basé sur des systèmes de redevances. Et effectivement, il y a une répartition qui est faite par un décret. Et pour moi, rien n'est anormal. Il y a peut-être des choses qu'on peut ajuster. Mais autant l'aéroport investit des équipements, autant la SECNA investit aussi des équipements de navigation. La tour de contrôle, les contrôleurs, tous ces gens-là ont besoin de ressources pour vivre. Donc il est normal qu'ils perçoivent des redevances. Et donc rien ne me semble anormal dans ce secteur.
les équipements, la formation payés par le Sénégal et la SECNA qui reçoit des dividendes, c'est un gros sujet de réflexion, non? Écoutez, là je suis vraiment navré, mais je suis très mal placé pour parler de la SECNA. Moi je n'appartiens pas à cette organisation multinationale, internationale plutôt. Et donc c'est quelque chose, c'est une question auquel je ne pourrais pas vous répondre, je suis vraiment navré. Et quel est l'impact des vols domestiques? Parce qu'on sait que depuis quelque temps, les compagnies ont repris les vols domestiques, notamment sur Ziguinchor et autres. Quel est l'impact pour vous, l'impact de ces vols domestiques? Bon, l'impact du trafic domestique chez nous n'est pas très important puisque c'est un faible niveau de trafic. D'ailleurs, au regard de ce qu'on a vu avant la pandémie, et surtout avec la mise en place d'Air Sénégal, on a vu une progression très importante sur Ziguinchor, avec des tarifs pratiqués qui étaient très intéressants et des conditions de trajet qui sont bien meilleures que la voiture ou le bus pour se rendre à Ziguinchor. Donc nous étions sur un trafic domestique qui tournait autour des 3-4%. Ça a été les premiers vols qui ont repris depuis le 15 juin, donc on a vu le trafic domestique reprendre, timidement comme les autres vols. Mais aujourd'hui, c'est un trafic qui pour nous reste intéressant et qu'il faut continuer à assurer. Oui, 2 compagnies sur Ziguinchor et chacune 2 vols par jour, avant la crise en tout cas. Est-ce que ça c'était intelligent, rien que sur Ziguinchor, avoir 4 avions par jour qui ne sont pas remplis? Mais il faut avoir une offre pour pouvoir avoir un trafic. Donc il y avait une offre qui a été mise en place par Transair, qui est une compagnie historique, et par Air Sénégal. Et je pense que les 2 compagnies étaient complémentaires en termes de modules, en termes de modules type d'avion, en termes de tarifs aussi, en termes d'horaires. Et bon, les avions ne sont pas remplis à 100%, mais si on arrive à des remplissages de l'ordre de 70%, on arrive à avoir une bonne rentabilité des vols. Mais il y a aussi une notion de service public et puis de continuité territoriale. Donc il est important que le Sénégal ait des compagnies qui puissent desservir les aéroports en interne. Donc j'espère que ce trafic d'ailleurs va continuer à évoluer parce que comme c'est de l'intra-Sénégal, c'est du vol domestique, c'est quelque chose qui mériterait de pouvoir continuer à évoluer. Sauf que ce n'est pas très rentable comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais là, après, si ce n'est pas rentable, ça reste aux compagnies aériennes de prendre des décisions qui s'imposent et de voir aussi avec le gouvernement. 10 secondes, la dernière question. La connexion routière entre l'AIBD et le reste du pays, sur Dakar, l'autoroute à péage Dakar-AIBD, ces bouchons qui font rater à beaucoup de voyageurs leur vol. Est-ce que vous avez fait une évaluation? Est-ce que vous avez des propositions à faire ou des récriminations à faire? Bon, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, particulièrement avec la société Eiffage, et donc de voir si on peut trouver des solutions qui permettraient aux gens qui vont sur l'aéroport de passer beaucoup plus rapidement, mais c'en est qu'au stade de réflexion actuellement. Mais c'est un sujet qui nous préoccupe. Il y a les passagers, il y a les équipages, il y a tous les partenaires qui ont besoin de venir à l'aéroport. Il ne faut pas qu'ils soient en retard, surtout quand il s'agit de trafic aérien. Merci Xavier Marie, directeur général de l'AS, la société gestionnaire de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Merci à El Hadj Ndiogou Diène jaa ngeen jëf mbokk yi mu ne woon RFM matin ñu yendu jàmm ba ëllëg incha allah.